Bonjour et bienvenue sur le plateau du magazine littéraire de Présence protestante. Alors nos invités sont aujourd'hui Christian Verdun, qui est dessinateur, illustrateur et qui vient de réaliser un superbe album qui nous raconte un peu la vie de l'un de nos grands poètes français, Clément Marot, dont on célèbre, je crois, cette année le 500e anniversaire de la naissance. C'est ça. Alors vous nous en parlez tout à l'heure. Tiens, alors maintenant nous allons parler de quelqu'un qui a été en contact justement avec les grands réformateurs, quelqu'un qui a vécu du temps de Calvin, Clément Marot. Christian Verdun, vous avez donc consacré tout un album, toute une superbe bande dessinée qui vient de paraître aux éditions du Laquais sur Clément Marot. Alors je sais que vous partagez le même pays, la ville de Cahors. Vous y êtes depuis combien d'années ? Ça fait 23 ans que j'habite à Cahors, donc ça fait déjà un moment. Vous y enseignez, je crois, les arts plastiques ? J'enseigne des arts plastiques, oui. Voilà. Et alors la rencontre avec Marot s'est fait comment entre un dessinateur de 96 et puis un poète dont on célèbre les 500 ans ? Voilà. Elle s'est faite autour du monument qui lui est dédié derrière la cathédrale, où sa date de naissance à Cahors était notée en 95 et non pas en 96. Et j'ai eu l'idée justement de raconter un petit peu sa vie, après l'avoir lu dans plusieurs textes, et je me suis aperçu que c'était une vie très, très mouvementée, avec beaucoup d'action. Et comme je cherchais une idée pour poursuivre un petit peu d'autres ouvrages que j'avais fait avant, sur l'architecture de Cahors, celui-ci m'était vraiment rêvé, quoi. Alors, donc, je crois qu'à Cahors, tout le monde parle de Marot, non? C'est un héros national, là-bas? Non, depuis quelques mois, oui. Mais avant, avant pas du tout. En fait, le nom de Clément Marot est très connu, puisque le lycée Clément Marot, la place Clément Marot, tout est Clément Marot à Cahors. Mais en fait, personne ne connaissait sa vie, y compris moi. Je me suis intéressé à cette vie et c'est pour ça que j'ai été séduit par le personnage qui a été en but à beaucoup d'intolérance, puisqu'on parlait d'intolérance tout à l'heure, et justement un personnage dans un contexte difficile, hein, le XVIe siècle, il a eu vraiment maille à partir avec beaucoup de théologiens notamment, et il a réussi à finir une vie à 48 ans quand même, hein, ce qui est pas très vieux. Et à travers de multiples aventures, bien que protégé par le roi et par sa sœur, il était quand même très inquiété. Oui, c'est une vie très très mouvementée qu'a connue Clément Marot. Alors tout commence paisiblement à Cahors. Oui. On voit le jeune garçon nager, grimper dans les arbres. Enfin, c'est une vie de sauvageon. Oui, ben, ça doit être la vie des petits paysans du XVIe siècle. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il est parti de Cahors, il avait 10 ans. Et des gosses de la campagne à l'heure actuelle, vous savez, c'est la nature. Il est parti pourquoi alors? Mais grâce, ou plutôt, il ne devait pas être très content de partir, grâce à son père, qui a justement été embauché par d'abord Michel de Saubonne, qui était au service d'Anne de Bretagne. Hein, voilà. Et donc son père, qui était poète, alors on ignore exactement les circonstances de cette aventure de son père. Pourquoi est-ce qu'il a été invité en tant que poète? Est-ce qu'il était connu, reconnu? On ne sait pas trop. Alors le fils a été obligé de suivre le père, donc il est parti du Quercy à l'âge de 10 ans. Donc le père était déjà poète. Donc oui, il venait de Normandie, le père. Il avait un antécédent dans la famille Marot. Oui. C'était un grand rhétoriqueur. Alors il va connaître ses premiers protecteurs, Marot. Oui, lentement, c'est son père qui était protégé donc, par différentes personnes. Et lui a réussi, difficilement, mais a réussi à prendre en fait la place de son père comme valet de chambre du roi, donc auprès de François Ier. Ça n'a pas été facile, enfin il y a quelques images qui racontent un petit peu ces difficultés. Tout à fait. Et l'évolution ensuite, alors, parce que c'est une vie très très mouvementée, il aimait bien faire la fête, ce Clément Marot. Oui, il aimait bien faire la fête, c'était un artiste, je crois qu'il était assez insolent en fait, hein. Il avait une personnalité quand même qui était franc-tireur, anticonformiste et, voilà. Et provocateur. Provocateur un peu, et puis il écrivait tout ça. Alors évidemment, et moi j'étais étonné de la force des écrits à cette époque-là. Sur quelques lignes, on pouvait être très inquiété, menacé de mort et de passer au bûcher. D'ailleurs, un de ses éditeurs est passé au bûcher. Mais lui, tout commence alors dans les prisons à cause d'une histoire de bouts de lard, de bouts de gras qu'il aurait mangé pendant les jours de carême. Oui, c'était les jours de carême. Voilà, il a été dénoncé pour avoir mangé du lard en carême par, vraisemblablement, on n'est pas très sûr, une ancienne maîtresse à lui, une certaine Isabeau. On n'est pas tout à fait sûr de la vérité, mais enfin, c'est son premier séjour en prison, parce qu'il en a fait 3 quand même. Alors à chaque fois, il a été sorti de prison ça, c'est un peu du fanatisme religieux dont on parlait tout à l'heure, hein, être incarcéré parce qu'on a mangé du lard en carême, non? Oui, on a été dénoncé parce que c'était interdit, voilà. Mais pour la traduction des psaumes, d'ailleurs, il a été également inquiété. On n'avait pas le droit de traduire seul des psaumes en français. Donc, Marot, protestant?
Alors là, Expliquez-vous. Non, Expliquez-vous, Christian Verdun. je n'irai pas très loin sur ce terrain-là, mais il a été soupçonné de sympathie envers la réforme, et quelqu'un qui a été encore plus soupçonné que lui, c'est sa protectrice, Marguerite de Navarre, donc la propre sœur de François Ier. Mais elle était plus à l'abri. Et elle l'a aidé finalement à fuir et à partir en exil. Elle l'a conseillé en fait pour essayer d'échapper à ses détracteurs. Alors donc son attirance pour la réforme l'a entraîné dans la traduction des psaumes qu'il a partagé, je crois, avec Théodore de Bèze. Je crois que c'est Théodore de Bèze qui, à la demande de Calvin... Oui, alors il s'est acharné toute sa vie à vouloir traduire les psaumes. Malgré qu'il fût inquiété, il a continué quand même. Il a eu l'occasion d'en offrir à Charles Quint, d'ailleurs, de passage en France, et un milieu où vraiment il était toujours sur la corde raide, en fait. C'est ça qui me l'a rendu sympathique, ce personnage, un personnage un peu aventurier, et puis qui prenait des risques. Voilà. On dit un peu peureux parfois, il a peut-être exagéré les dangers qu'il menaçait. Il a fui peut-être sans nécessité tout le temps, mais il s'est retrouvé 2-3 fois en exil. Alors, dans le contexte littéraire de l'époque, Rabelais, Montaigne, comment ces personnages se sont comportés avec lui? Mais je pense qu'il était assez ami avec Rabelais, qui était de 2 ans son aîné. Ils se sont rencontrés, je crois, plusieurs fois. Je pense qu'ils étaient du même côté, c'est-à-dire des libres penseurs, des artistes qui voulaient écrire ce qu'ils avaient à dire et à dire, et aussi à travers une poésie. Moi, je trouvais un langage finalement un peu difficile, ce qui expliquerait que Clément Marot n'ait pas une notoriété comme Rabelais, comme Du Bellay, etc. Un peu difficile, mais finalement assez moderne, un peu comme la poésie moderne est difficile. Bon. Et moi qui ne suis pas un homme de lettres, j'étais un peu étonné par certains textes. Hein, voilà. On va l'obliger à abjurer. Ça a dû être un quart d'heure assez difficile à passer. Ben, il avait un copain, je crois que c'était l'évêque de Lyon qui l'a aidé. Vous le présentez en chemise, à genoux. Oui, mais je crois qu'il fallait faire la démarche. C'était après l'affaire des placards avec François Ier. Il est parti en exil en Italie. Et pour pouvoir rentrer en France, il y a eu une amnistie. Donc pour pouvoir rentrer en France, il fallait qu'il fasse cette démarche. Un peu de simulacre, je crois, mais bon, il l'a fait, et puis il a pu revenir à Paris. Comment ça s'est terminé pour lui? Ça s'est terminé mal, mystérieusement, parce qu'il est mort dans une circonstance. Il est mort en exil, il est mort à Turin en 1544. Parce qu'il a pas mal voyagé. Hein, Oui, alors il suivait, c'est très contrasté. Soit il suivait François Ier, la cour de France, à travers les voyages, il était vraiment très, très protégé. Il a été très célèbre pendant un temps, 6 ou 7 ans environ. Et à d'autres moments, au contraire, il était très inquiété. Il était obligé de fuir. Alors, vous voyez, une vie vraiment d'aventure. Et ça s'est mal terminé en Italie. On ne sait pas trop dans quelles circonstances il est mort à Turin. Et il n'y a plus de tombe. J'étais prêt à partir à Turin, voir sa tombe, et il n'y a plus rien. Tout a été détruit. Rapidement, sa vie familiale, il ne parle jamais de son épouse, de sa femme? Non, parce que je pense que ce n'était pas l'objet de publication. C'était la vie privée. Lui était poète du roi, vie publique, et on ne sait pas, on ne connaît rien de sa femme. Il a eu 2 enfants, dont un garçon qui est devenu comme lui poète du roi, mais dont on ne sait pratiquement rien. Donc il y a 3 générations de Marot là, le père, le fils et ensuite le petit-fils. Mais le petit-fils n'est vraiment pas très célèbre. Hein. Alors le non-protestant Christian Verdun, en rencontre avec le protestant Clément Marot, ça a donné une rencontre sympathique que vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. Là. Et qui vous avait permis d'aborder un peu les questions de la réforme et de cette époque-là. Voilà, c'est ça, oui. Les difficultés qu'on pouvait avoir quand on voulait dire ce qu'on pensait, ce qu'on avait à exprimer d'une façon artistique.